l'aboutissement des 20 ans de Da Vinci Code. Et ce soir, je vous propose de faire une espèce de bilan du polar ésotérique. Alors, forcément, pour un tel entretien, il faut quand même 2 poids lourds de l'écriture. D'un côté, l'Amir Végagnon, pour les petits Belges, les petits Français, bon, s'ils ne le connaissent pas encore, ce qui m'étonnerait, parce que vu le nombre de spectateurs, il est l'auteur de quand même pas mal de romans, la série des damnés, Vengeance. Voilà, il y a quand même un très très large éventail de romans historiques à caractère ésotérique. Il faut absolument lire. Ça, c'est le genre de roman qu'il faut avoir dans votre bibliothèque. Enfin, nous avons Jacques Raven qui écrit avec Éric Giacometti la saga Antoine Marcas. Antoine qui est mis au repos depuis 2017 et il reviendra au mois d'octobre si je ne dis pas de bêtises. En attendant, les amateurs peuvent lire quand même les aventures de Tristan Marcas. Le 4e volume est sorti à la fin du printemps et finira sûrement dans une pile à lire pour ceux qui partiront en vacances. Donc, pour commencer cette rencontre, j'ai compilé pour vous diverses définitions du polar ésotérique et j'aimerais avoir votre opinion sur le sujet. Peut-être essayer de la compléter ou trouver quelque chose d'autre en tant qu'auteur. Donc, je vous lis la petite définition. Le polar ésotérique est un sous-genre du roman policier où le récit est centré sur des secrets religieux et occultes, privilégiant les sociétés secrètes, le conspirationnisme et l'eschatologie. Le héros est à la jointure entre le monde profane et le monde initiatique, où il doit percer les secrets d'un moment charnière de l'histoire. Le déplacement spatio-temporel permet de contextualiser les aspects mystiques et religieux, ce qui permettra au protagoniste de démêler le mystère auquel il est confronté. Voilà, alors, je ne sais pas lequel de vous deux a envie de commencer ce débat. Quel est selon vous ce qui peut manquer à cette définition? Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter? Ajouter, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter parce que c'est déjà une définition qui est très longue et qui, effectivement, contextualise assez bien ce qu'est le polar ésotérique. Moi, ce qui peut-être me gêne, c'est le terme même de polar ésotérique parce qu'il me semble que nous faisons plutôt des thrillers ésotériques et non pas des polars. C'est-à-dire que la rupture qu'on avait opérée, que ce soit Hervé Gagnon, Éric ou moi, c'est d'avoir aussi une écriture qui est devenue beaucoup plus rythmée par rapport au polar, dans lequel un certain nombre de considérations sociales s'effacent au bénéfice justement de considérations hermétiques ou de considérations historiques, et dans lequel l'ampleur est à mon sens beaucoup plus vaste que dans le polar. Et au niveau de la forme, ne serait-ce que l'emploi du cliffhanger, par exemple, en fin de chapitre, est quelque chose qui caractérise vraiment le thriller. Je ne crois pas que le thriller ésotérique serait né sans le genre thriller qui est arrivé aux États-Unis, puis ensuite est arrivé en France, parce que c'est quelque chose quand même qui est basé sur la rapidité, l'efficacité. Et ce qui fait, à mon sens, la valeur profonde du thriller ésotérique, c'est qu'indépendamment de l'efficacité du rythme, de l'efficacité de l'intrigue, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que dans le même temps, il y a un aspect révélation, il y a un aspect didactique. Dans le polar ésotérique, vous apprenez les dessous des cartes. Alors, après, il faut bien s'entendre sur le terme de dessous des cartes. Le mot conspirationniste a été évoqué. Le polar ésotérique n'est pas conspirationniste. Le polar ésotérique met le conspirationnisme en abîme. C'est-à-dire qu'il le dissèque, il essaie d'en trouver la substantifique moelle. Et dans une époque où le mot conspirationniste est employé à toutes les sauces et surtout à des sauces éminemment politiques, je pense que le thriller ésotérique a cette vertu éminemment moderne
d'être le thriller de la démythification et de la remystification de l'univers, c'est-à-dire notre capacité à s'émerveiller pour tout ce qui nous entoure. Écoute, Jacques parle tellement bien, je vais me taire, je n'ai rien à ajouter. En fait, regarde, je pense qu'on va terminer la rencontre dès maintenant parce qu'on est tous les deux d'accord. J'allais à peu près dire la même chose. Moi, dès le départ, j'allais répondre à cette question-là, que la définition était très complète, mais qu'elle m'agace profondément. Dans la mesure où je ne comprends pas à ce jour pourquoi ce qu'on désigne comme le thriller ésotérique est le seul sous-genre qu'on définit par son sujet et non pas par les ressorts de ses intrigues. Hein? On a tous les polars. Le polar a des codes. Le thriller a des codes. Et là, tout d'un coup, on enferme un type de polar ou un type de thriller dans une définition assez convenue parce que assez étroite à cause des sujets dont il traite. Ce qui me semble quelque part une invraisemblance. Est-ce que le fait qu'on traite de sujets ésotériques, et encore là, il faudrait définir ce que c'est que l'ésotérisme, c'est pas seulement religieux. Est-ce que le fait qu'on traite d'ésotérisme fait que le récit est moins un thriller, est moins une enquête, est moins psychologique, est moins haletant, est moins noir? Pas du tout. À mon sens, en tout cas, il me semble pas. Bon, ceci dit, si on accepte la définition, moi, j'ajouterais une chose parce que j'ai réfléchi un peu hier en me préparant et puis l'aspect de la quête, je pense, est important dans, convenons-en, là, appelons ça un thriller ésotérique. L'aspect de la quête me semble fondamental à notre type de récit. Et non pas seulement la quête matérielle, l'enquête, dans le fond, en proprement dit, mais quelque part, dans le thriller ésotérique, il y a une quête de soi. Il y a une démarche intérieure. On est à la fois à la recherche de quelque chose d'externe et d'une meilleure compréhension de soi-même, je crois. Donc, dans ce contexte-là, moi, je dirais jusqu'à dire que ce qu'on appelle pour les besoins de la cause d'un thriller ésotérique, est éminemment maçonnique. Hein? On est bien dans le contexte, là. C'est-à-dire que c'est une démarche qui est à la fois externe et interne, c'est une découverte de soi, autant qu'une compréhension de l'extérieur. Bon. On avait perdu Thomas, le voilà, il tourne de tous les côtés. C'est étourdissant, tu me donnes le mal de mer. OK, bon, le voilà. Et en dernière analyse, moi je pose la question du religieux. Est-ce que l'ésotérisme est forcément religieux? On a aussi cette tendance à nous réduire à des grandes questions de nature religieuse ou mystique ou eschatologique, comme on dit dans la définition. Encore là, ça me semble réducteur, même si on peut parler d'ésotérisme. Est-ce qu'on doit forcément limiter ça aux religieux? Moi, j'ai fait l'expérience, par exemple, dans la 4e enquête de Joseph Laflamme. Je me suis amusé à construire une enquête autour d'un document, carrément d'un document politique qui avait été égaré. Bon, dans ce cas-ci, c'était, dans le fond, une réponse positive de la province de Québec, qui était à l'époque le Bas-Canada, et dont j'ai postulé qu'elle aurait accepté l'offre que lui avait formulée Benjamin Franklin en 1775, lorsqu'il est venu passer du temps à Montréal pour essayer de convaincre le Bas-Canada de devenir la 14e colonie dans la rébellion contre la Grande-Bretagne. Le Bas-Canada a refusé parce que, bon, à ce moment-là, le Bas-Canada était ailleurs, il venait de recevoir l'acte de Québec qui lui rendait le droit à sa religion, à ses terres et à sa langue. C'était bien suffisant, il ne voulait pas aller ailleurs. Et j'ai posé la question toute bête, oui, mais si ça avait été signé et que la signature ne serait jamais vendue, qu'en serait-il maintenant? Ben, je pense qu'on est à peu près dans la même démarche ésotérique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent que le document existe, ils en connaissent les conséquences et les autres ne le savent pas. Bon. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, la définition du thriller ésotérique, je l'aime bien, mais j'aime la notion de thriller ésotérique. Voilà. Voilà. Alors, bon, plutôt dire maintenant thriller que polar. C'est que depuis une vingtaine d'années, ça s'est quand même démocratisé, surtout avec l'arrivée du Da Vinci Code. Mais après tout, est-ce que le roman de Dan Brown n'est pas l'arbre qui cache la forêt, hein, quand je dis ça par rapport au genre littéraire. Et selon vous, depuis quand
le thriller ésotérique existe-t-il? Ah Alors, si on veut faire de l'histoire littéraire, ce qui est un petit peu ma spécialité, on peut remonter très très loin. On commence à avoir non pas des thrillers ésotériques, mais des romans ésotériques à partir de la fin du XVIIIe siècle. Parce qu'il se passe un phénomène qui est très intéressant, c'est que le fameux siècle des Lumières, qui est le siècle de la clarté, qui est le siècle de la raison, où Descartes régnant maître par la voix de Voltaire, est aussi le siècle où les sociétés secrètes, les groupes ésotériques se diffusent grandement, où la franc-maçonnerie naît, et on commence à avoir un certain nombre de textes ésotériques assez curieux, de romans ésotériques en tant que tels. Je pense par exemple à Jacques Cazotte, qui pourrait être un petit peu l'initiateur du genre. Après, pour revenir plus rapidement, il y a eu un certain nombre d'écrivains américains qui ont joué un rôle important, mais à l'époque, on n'a pas vraiment pu qualifier ça de thriller ésotérique parce que le mot ésotérique, en même temps, ne se retrouvait pas fondamentalement dans le terme du thriller. Et puis est arrivé, bien sûr, Dan Brown. Mais avant Dan Brown, il me semble qu'il y a un thriller ésotérique qui est fascinant parce qu'il est l'inverse même de ce qu'on peut penser, c'est le pendule de Foucault. Ben voilà. Effectivement, de Dan Brown. Le pendule de Foucault, c'est celui qui prend un thriller ésotérique qui n'existe pas encore fondamentalement dans la littérature et qui en fait en quelque sorte la contre-mesure, qui le démonte totalement. Il y a des scènes absolument fascinantes. Je n'en citerai qu'une parce qu'elle m'a toujours beaucoup marqué. On a quelques personnes qui créent une fausse société secrète et ils vont finir persécutés et tués parce que les gens décident de découvrir le secret de cette fausse société secrète. Vous savez, un jour, un lecteur m'a serré la main de manière très bizarre en me parlant du Cercle, une société secrète que nous avions créée avec Eric. Et comme j'étais incapable de lui donner des renseignements sur le Cercle, il m'a dit « Bon, vous n'en faites donc pas partie ». Bon, voilà, c'est ce moment fabuleux où la fiction est dépassée par le réel. Alors, je crois que c'est né à partir de là. Ensuite, Dan Brown a un rôle révélateur, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il a apporté aussi quelque chose de nouveau au roman ésotérique, c'est le thriller, effectivement. Et Dan Brown a eu une chance extraordinaire. J'allais moi aussi parler du pendule de Foucault pour à peu près les mêmes raisons. Donc, mettons ça de côté. Mais Dan Brown a eu une chance extraordinaire que moi, j'aurais voulu avoir. Je suis sûr que tu aurais voulu avoir aussi. C'est d'être dénoncé par le Vatican. Et ça fait augmenter les ventes quelque chose de rare quand tu es dénoncé par le Vatican. Et tout le monde semble avoir complètement oublié que Ange et Démon a été écrit avant le Code da Vinci et qu'étrangement, il est passé complètement dans le vide jusqu'à temps qu'on retourne en arrière pour voir si le type avait écrit autre chose. Et là, tout d'un coup, on découvre Ange et Démon qui est, à mon sens, meilleur que le Code da Vinci, qui est mieux construit, qui est plus crédible que le Code da Vinci qui est fondé, dans le fond, sur pas grand-chose en termes de recherche. Essentiellement, il y a eu 2 bouquins qu'on les connaît tous. Et au-delà de ça, je veux dire, c'était sans doute pas son meilleur roman, tandis que son précédent, Ange et Démon, était, à mon sens, beaucoup plus un précurseur. Mais j'aurais voulu, moi, être dénoncé par le Vatican. J'ai essayé. J'ai même demandé à mon éditeur d'envoyer une copie de Dané à Monseigneur Turcotte, qui était l'archevêque de Montréal à l'époque. J'espérais au moins un petit anathème, quelque chose, mais non, c'est rien passé. Alors, voilà. C'est vrai qu'on a évoqué le pendule de Foucault sorti en 1988, mais peut-être que les premiers prémices sont avec Le Nom de la Rose, sorti en 1980. Alors, le Nom de la Rose, là, on rentre réellement, non pas dans un thriller, mais dans un polar. C'est-à-dire, très classiquement, vous avez une série de meurtres. Cette série de meurtres demande à être explicitée par un personnage qui s'appelle Guillaume Baskerville. C'est quand même un renvoi à Sherlock Holmes et au chien de Baskerville tout à fait évident. Et l'enquêteur, Guillaume, joue exactement le même rôle que Sherlock Holmes. Il agit par déduction, mais replacé dans un contexte médiéval. Et ce qui en fait sans doute la grandeur de ce roman-là, me semble-t-il, c'est qu'essentiellement, on arrive ensuite à découvrir un livre, ce qui est un poncif,
là je suis d'accord, du thriller ésotérique, mais ce livre ouvre sur quelque chose qui est fondamental, c'est la notion du rire et de l'homme. Et là, on reconnaît tout comment dire, le background philosophique du professeur Umberto Eco, qui, avant que d'être l'auteur à succès, est un spécialiste de sémiologie. Et entre parenthèses, le succès de ses bouquins lui a valu beaucoup de jalousie de ses collègues. Quand il vendait que quelques milliers de bouquins de sémiologie, tout le monde le trouvait génial. Quand il a commencé à vendre des millions de bouquins du nom de Larose et de ses bouquins, on a pensé qu'il était commercial. Enfin, c'est quelque chose dont on nous accuse grandement, que ce soit Hervé et moi, donc on a aussi l'habitude. Donc, il y a des précurseurs, mais Dan Brown a apporté effectivement une méthode narrative que les autres n'avaient pas, chapitre court, rythme, cliffhanger, un fond mythique basé sur le Graal qu'on avait tous oublié, des emprunts que ceux qui connaissent un petit peu l'affaire de Rennes-le-Château se font un plaisir de découvrir, mais surtout, il a fait ce qu'on appelle un crossover, c'est-à-dire qu'il a croisé quelque chose qui était malgré tout assez connu avec une autre thématique qui était appelée à avoir un grand succès, c'était l'éternel féminin. Et honnêtement, c'est ce qui a fait très franchement son succès. D'ailleurs, les mauvaises langues disent que ce croisement à l'éternel féminin, c'est la femme de Dan Brown qui aurait eu l'idée, comme quoi derrière chaque grand écrivain cherchait une femme. Enfin, je pense qu'au niveau du nom de la rose, on est vraiment juste dans le polar historique. Fondamentalement, on n'est pas à l'extérieur de ça tellement. Et effectivement, c'est par la suite, avec le pendule de Foucault, cette mise en abîme, cette espèce de retournement du raisonnement, qu'on entre davantage dans ce qu'on qualifierait aujourd'hui de thriller ésotérique. Tout à fait. Mais justement, vous répondez déjà à la question suivante, dans le sens pourquoi ça marche, et aussi est-ce que Da Vinci Code ne paraît pas comme étant un petit peu plus du style. Donc là, je pense qu'on a déjà balayé assez large. Et peut-être passer même directement à la question suivante. Et non, attends une seconde, c'est intéressant ton pourquoi ça marche. Moi, ça m'intéresse. Ah, ben alors. Ouais, je vais dire une énormité, puis partons de ça. Des fois, les énormités, ça ouvre toutes sortes de portes. Puis je suis reconnu pour en dire beaucoup, fait profitez-en. Je pense que fondamentalement, puis on le vit depuis 1 an et demi, ce phénomène-là. Je pense que il y a, dans une certaine mesure, le thriller ésotérique vient chercher le cerveau reptilien du lecteur. C'est-à-dire vient trouver l'ennemi, l'explication facile, le complot qui explique tout, les choses qu'on nous cache, nous sachons et tout ça. Là, je me demande à quel point on ne vient pas chercher ce réflexe-là de débusquer l'ennemi derrière le décor, derrière le rideau. Ça me rappelle dans une certaine mesure le réflexe commun face à un certain virus fabriqué en Chine en secret. Je pense qu'on vient toucher quelque chose de fondamental chez l'être humain, c'est-à-dire ce désir profond, impliqué dans nos gènes, de trouver le danger immédiat. Et puis, y a-t-il une meilleure victime ou y a-t-il un meilleur sujet pour ça que l'Église, dont tout le monde sait qu'elle est blanche comme neige, qu'elle n'a jamais commis de crime et qu'elle a une moralité à toute épreuve? Oui. Bon. Alors, le thriller fonctionne, il fonctionne bien, qu'il soit ésotérique ou qu'il ne le soit pas. C'est un genre littéraire qui aujourd'hui l'a emporté très largement, en tout cas au niveau des lecteurs, sur le polar classique. La raison, je pense que Hervé a raison fondamentalement en disant que c'est, oui, en cherchant une cause cachée, une cause secrète, et qu'on a peur en la découvrant. Oui, c'est vrai. Le polar, de ce point de vue-là, qui se contente en quelque sorte de trouver un meurtre et de débusquer le meurtrier, reste là-dessus émotionnellement assez faible. En revanche, je crois qu'il y a autre chose. C'est que dans le thriller, ésotérique ou pas, il y a une fascination pour le mal. C'est-à-dire que pour la première fois, quand les écrivains de thriller débarquent, ils représentent le mal dans sa nudité. Pensez à Hannibal, par exemple. Automatiquement, on est fasciné par ce personnage. Vous enlevez Hannibal, lecteur, dans Le Silence des Agneaux, il n'y a strictement plus rien. Ce n'est pas la pauvre petite Sterling qui arrivera à changer quoi que ce soit. Et pourquoi ça fonctionne?
Ben parce que je crois que le thriller est arrivé à une époque de grande civilisation en Occident. Ça a un peu changé depuis. Et qu'à ce moment-là, il y avait vraiment la nécessité de retrouver en fait le mal en nous, de retrouver la part fondamentalement, comment dire, négative. Ce que la civilisation avait tendance à gommer, que les événements actuels me semblent révéler. Moi, je crois que le thriller est aussi un précurseur social. Il a démontré une fascination de l'Occident pour le mal. Et je pense toujours à cette dernière scène qui se trouve dans le deuxième volet cinématographique d'Hannibal Lecter, au moment où Hannibal s'enfuit en avion et où il a son repas dans une petite boîte qui est en fait du cerveau grillé et qu'il le fait goûter à un enfant. Voilà. Et je crois que c'est là, le thriller, c'est la fascination et la transmission du mal. Et c'est une fascination pour la part sombre qui est en nous. Exactement. Je pense que fondamentalement, c'est ça que ça va chercher. Ça explore les ténèbres que chacun de nous possède. Et j'irais plus loin, je dirais que on soumet au lecteur une histoire. Bon, tu parlais de polar, tu parlais d'enquête policière. L'enquête policière, ben, le résultat de ça, c'est, en gros, c'est un degré variable de « Ah bon, c'était lui ». Ah bon, c'était l'assassin. Ah bon, c'était la victime. OK. Le thriller laisse quelque chose de plus derrière qui, en gros, peut se résumer par « Et si c'était vrai? Ça se pourrait peut-être. » Et ça, c'est emmerdant parce que ça colle derrière, dans le fond de la tête du lecteur. Et je pense que le thriller a un effet plus grand et plus durable que le polar à ce niveau-là. Moi, il m'est arrivé, comme genre, des scènes tout à fait cocasses. Je me rappellerai toujours un salon du livre au Québec que je ne donnerai pas. Un adolescent de peut-être 14-15 ans était venu me voir pour acheter un des tomes de Darnay, je ne me rappelle pas lequel. Et il me demande tout sérieusement et très penaud, Monsieur, est-ce que c'est vrai que Jésus n'est pas mort sur la croix? J'ai répondu, ben, je ne sais pas. Ben, vous l'avez écrit dans votre livre. Oui, mais ça s'appelle un roman, c'est de la fiction. Ah bon? Ben, d'abord, je vais l'acheter. Il se passe si vous m'aviez dit que c'était vrai, ma mère m'avait interdit de l'acheter. Et ça m'a comme marqué parce que je me suis rendu compte que j'avais bouleversé toute une famille avec un roman. Et en même temps, ça faisait pitié au petit garçon. À 15 ans, détache-toi de ta maman, c'est pas contestataire, achète-le, le livre. Mais il ne voulait pas. Bon. Ça pose, Thomas, justement une question d'un des participants qui dit « La Bible peut être considérée comme un roman ésotérique. » Oula. Alors, je sais de qui elle vient, celle-là, moi. Oui, en plus, on connaît bien celui qui a posé la question. On connaît le personnage. Hein? On connaît le personnage. Alors oui, déjà, la Bible peut être considérée comme une fiction. La fiction d'ailleurs la plus réussie de tous les temps, puisque on a fini par croire à l'existence du personnage principal. Bon, c'est quand même, de ce point de vue-là, on est très largement en dessous avec nos petites capacités. L'autre point, c'est qu'il y a toujours eu une interprétation ésotérique de la Bible, et ça depuis le début, ne serait-ce qu'à travers la Kabbale, qu'elle soit juive et chrétienne, et la Bible, dans la mesure où il y avait une pluralité de sens d'interprétation, les chrétiens, par exemple, en définissent 4, ce qui est déjà pas mal, fait qu'on peut penser que la Bible recèle effectivement des secrets, voire même, pour ceux qui ont une interprétation totalement littérale, soit le Verbe incarné, c'est-à-dire la parole même de Dieu. Donc oui, dire que c'est une fiction ésotérique, oui. En même temps, c'est un livre sacré. Donc, par là même, il a donc ses fidèles et ses croyants pour lesquels la lecture en est radicalement différente. Mais c'est aussi et surtout une mine absolue de sujets, de thématiques, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, pour pouvoir bâtir des fictions. Et on peut se demander, en fait, si, quand on parle du roman ésotérique, la matrice n'est pas effectivement, une des matrices principales en tout cas, et peut-être la Bible,
dont je pense qu'il y aura encore des générations d'écrivains qui s'en serviront pour construire leur intrigue, monter leur quête et découvrir leurs secrets. Non, mais là, évidemment, tu ne fais pas référence au temple de Salomon. Par exemple. Bon, entre autres. Tu sais. Un grand classique. mais tu sais, c'est drôle qu'on parle de la Bible, puis on peut toujours compter sur Olivier pour nous lancer sur un sujet qu'on n'avait pas prévu. Olivier est un imprévisible, c'est bien connu. Une chance que Nadège est là pour le ramener dans le droit chemin une fois de temps en temps. Bon, moi, je suis historien de formation, j'ai enseigné l'histoire pendant longtemps dans plusieurs universités, j'ai eu quelques milliers d'étudiants, dont plusieurs que je fréquente encore, et j'avais pour habitude, entre autres, de déboulonner les mythes. C'est un trait de personnalité chez moi, ça. Et j'ai souvent mentionné la Bible, qui était une construction de récits oraux qu'on a compilés au fil des générations, au fil des siècles et aussi au fil des millénaires. Il ne faut pas rêver, là. Et c'est à la fois, oui, c'est un roman d'action, il y a tous les ressorts dramatiques qu'on puisse imaginer dans les sagas familiales les plus choquantes. Écoute, tu as de l'inceste là-dedans, tu as du meurtre, tu as du parricide, du matricide, tu as de l'infanticide, tu as de la trahison, tu as de la violence. Quand tu regardes seulement le récit biblique, c'est un récit dramatique qui est fascinant. Là. Faisons abstraction de la vie imaginaire. On parle simplement du récit lui-même. Mais ce que j'ai trouvé encore plus fascinant, c'est que même à l'université, devant de jeunes esprits ouverts et, enfin, on s'imagine malléables et fertiles, je me faisais ramasser solidement à chaque fois que je mentionnais que la Bible était une construction de récits, que les Nouveaux Testaments, les évangiles avaient été écrits pendant 100-150 ans, ce qui est un fait, ce qui est la base de la connaissance historique, c'est l'herméneutique du récit. Et je me faisais recevoir avec des tomates par au moins 3-4 étudiants dans la salle qui ne pouvaient pas accepter que je conteste ce qui était pour eux la base de leur moralité, de leur existence. Alors, on fait ça aussi dans le trailer. En s'attaquant à des sujets qui sont considérés comme sacrés, on choque, on dérange. Et il n'y a pas une semaine, moi, sur ma page Facebook, que je ne reçois pas un commentaire pas du tout agressif, mais du genre, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Mais madame, j'ai rien dit, c'est mon personnage qui a dit. Et généralement, ça clôt le débat. Mais on dérange. On a ce genre littéraire et ces sujets qu'on privilégie qui vont parfois déranger, qui vont choquer, qui vont s'attaquer aux choses fondamentales, puis je dirais même au fondement souvent de notre civilisation. Puis pour beaucoup, c'est très insécurisant. Je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'ai, moi. Ah ben. Et oui, ben c'est quand même pas mal. Et bon, pour ceux qui n'ont pas la chance de bien te connaître, hein, Hervé, est-ce qu'au Québec, il y a le même engouement de la part de lecteurs pour ce genre? Hein, est-ce que nos cousins outre-Atlantique sont de gros consommateurs? Et surtout, qui sont les auteurs qui font vendre? Ben, il y a une base. Il y a une base au niveau du lectorat, clairement. J'en suis la preuve. Je réussis à payer mon hypothèque chaque mois grâce à ça. Mais ceci étant dit, je dirais que parce que moi, j'ai la chance de publier autant en Europe francophone qu'en France, mes livres sortent la même journée partout, ce qui est quand même très bien. Et puis, j'en suis reconnaissant, très reconnaissant. Je dirais que le genre est peut-être un peu limité de par le fait, d'une part, de la nature du récit, avec lequel on s'est familiarisé depuis quelques années, mais aussi avec le fait que le terreau principal de l'action est souvent l'Europe. Ça se passe souvent en France, ça se passe parfois en Allemagne, ça se passe des fois en Belgique, mais au Québec, à part moi, il n'y a pas grand monde qui a planté des intrigues ésotériques au Québec. Moi, je l'ai fait avec Joseph Laflamme. On se retrouve même à quelques reprises à fouiller sur le plancher de la Grande Loge du Québec. Ça va jusque-là. Mais c'est quand même, il n'y a quand même pas beaucoup d'auteurs qui frayent beaucoup dans le roman ésotérique au Québec. Et moi-même, ça m'a pris du temps à ce qu'on comprenne ce que je faisais. Les lecteurs le comprenaient bien.
mais les libraires ne le comprenaient pas. Et par exemple, quand Damné est sorti, j'ai trouvé Damné, je me promenais dans les librairies, j'allais voir, j'étais curieux, et j'ai trouvé Damné dans roman historique, j'ai trouvé Damné dans roman policier, j'ai trouvé Damné, et ça c'est la catégorie qui tue, roman québécois, celle que personne ne va jamais voir. Et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on comprenne quelle était la drôle de bibite qu'étaient mes livres. Qu'est-ce que c'était que ce truc-là? Ça parlait de quoi? Et c'est seulement après que Damné est passé en France, où là, j'ai découvert que vous aviez là-bas une étiquette pour ça, on appelait ça thriller ésotérique. Et là, tout à coup, je me suis retrouvé sur la même tablette que Dan Brown. Et c'est sans doute pour ça que Damné a tellement enlevé, c'est parce que les gens qui avaient lu Dan Brown en voulaient d'autres, puis on dit, bon, lui, c'est qui, on va essayer. Je n'étais pas le meilleur, j'étais sur la bonne tablette. Et après ça, étrangement, lorsque la série a pris son envol en Europe, je me suis retrouvé sur des tablettes plus cohérentes et plus adaptées au Québec. Et là, maintenant, il y a une section, c'est là, ésotérique, des choses comme ça, là, on les trouve au Québec maintenant, mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de se clarifier. Eh bien, comme tu parles justement d'Europe, là, la question sera plutôt tournée vers Jacques. Donc, tu parles d'Europe, on va aller directement en France. Et on entend quelquefois dans les salons, dans les interviews, les auteurs dire que la France est la fille aînée de l'Église et la mère de l'ésotérisme. Alors, qu'est-ce qui fait que la France soit ce merveilleux terrain de jeu pour les auteurs? Déjà, il y a une base qui n'est pas celle du Québec, c'est que la France, c'est plus de 1000 ans d'histoire répertoriée et connue. Donc, plus vous avez une profondeur historique qui s'inscrit dans le temps et le passé, plus vous avez capacité à trouver des récits et des mythes émergents que vous pouvez reprendre dans une fiction. Mais après, je crois qu'il y a un hasard historique qui s'est créé sur la France parce que la France, c'est la tragédie cathare, dont on sait ô combien elle a eu, de retentissement dans la tradition des écrits ésotériques, même si je pense que les malheureux cathares, aujourd'hui, s'ils pouvaient voir ce qu'on écrit sur eux, se retourneraient dans leur maigre tombe. Mais enfin bon, comme ils ont été brûlés par l'Église, ça serait étonnant. Il y a bien sûr l'arrestation des Templiers. Aujourd'hui, vous allez partout dans le monde, tout le monde sait qui est Jacques de Molay et que sont les Templiers. C'est devenu un mythe absolument universel. De là ont découlé les mythes des savoirs ésotériques des Templiers, des trésors. Et je crois que là, ça ne s'arrêtera jamais, puisque j'avais trouvé que les premières recherches pour trouver le trésor des Templiers ont commencé au XVIe siècle. C'est dire que, ça date de loin, et c'est dire que, on ne l'a toujours pas trouvé. Et puis, troisième point, vous avez une autre grande figure qui est Nicolas Flamel, l'alchimiste, qui se déploie au XIVe siècle et qui lui aussi va irriguer toute cette connaissance. Et puis on peut aller encore beaucoup plus loin, puisque vous avez, par exemple, tout ce qui touche autour du spiritisme, avec Allan Kardec. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un sujet ésotérique qui est très peu traité. Et vous avez aussi tous les mythes de la franc-maçonnerie, où quand vous fouillez un petit peu depuis le XVIIIe siècle, vous pouvez parfois trouver des choses étranges. Donc oui, la France est toujours la fille aînée de l'Église. Est-ce qu'elle est la mère de l'ésotérisme? Je ne sais pas, mais peut-être la mère patrie de l'ésotérisme, oui, c'est fort possible. Mais Jacques, je vais te rassurer tout de suite. Si tu ne le savais pas, je te l'annonce. Le trésor des Templiers, c'est bien connu, il est en Nouvelle-Écosse, à Oak Island. Et ça fait 5 ans maintenant que la série qui est sur le canal Historia creuse des trous, des trous et des trous, des trous. Puis éventuellement, ils vont le trouver, c'est certain. D'ailleurs, c'est l'objet de mon prochain roman, parce que je m'amuse avec toutes ces structures de pierre et quelques ruines étranges qui sont précolombiennes et qui pourtant ont 8 arches et des choses comme ça. Bon, alors là, moi, tu vois, l'ésotérisme, je le déménage un peu en Amérique du Nord, c'est possible. Fait que rassure-toi que lorsqu'on aura trouvé le trésor, j'irai en chercher un morceau pour toi et je te l'enverrai personnellement par poste prioritaire pour être sûr qu'il arrive en bon état. OK? Deuxièmement, anecdote
La dernière fois que j'étais à Paris, j'étais justement avec ce vigneron d'Olivier qui est avec la neige. Et ils m'ont emmené sur l'île aux Gifs pour me montrer l'endroit où j'étais, mon Jacques Mollet. Et on arrive là et il y avait une mer de jeunes Américains surexcités qui se prenaient en photo sous la petite plaque. Et moi, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. En Amérique du Nord, il y a un ordre paramaçonnique qui s'appelle De Molay et qui est destiné. Est-ce qu'il y en a aussi en Europe? Non? Oui? Non, en France, il n'y a pas l'équivalent, mais aux États-Unis, effectivement, c'est un ordre qui est tout à fait prédominant. Ouais. Oui, puis personnellement, je trouve que ça fait un peu endoctrinement des jeunes, mais ça, c'est mon opinion. Mais ils étaient tous là, et moi, j'ai compris tout de suite que c'était des membres de l'ordre de Molay qui étaient venus avec quelques adultes qui les promenaient dans Paris. Puis évidemment, le clou de leur pèlerinage, c'était l'endroit où de Molay avait été brûlé. Et je me rappellerai toujours de la tête d'Olivier et Nadège qui se demandaient mais qu'est-ce qui se passe. Alors, je leur ai expliqué. Et ils m'ont même demandé de les prendre en photo. Ils m'ont tendu plein d'appareils photo. J'ai pris tout le monde en photo. Et là, pour nous le rendre, ben, ils nous ont pris en photo sur la petite plaque. J'ai encore la photo aujourd'hui. Mais tu vois, de Molay, ça va jusque-là. On a fondé en Amérique du Nord, aux États-Unis. C'est pas très présent au Canada, mais aux États-Unis, c'est très, très, très présent. D'ailleurs, Bill Clinton en faisait partie. Bill Clinton était un jeune de Molay, ça va jusque-là. Et ça, tu sais, quand tu parlais de la portée de Jacques de Molay, ça va jusque-là. On en a fait une espèce d'idole, d'incarnation du bien, de la droiture et de toutes les vertus maçonniques. Alors que quand on connaît un peu le personnage de Jacques de Molay, il n'était pas aussi droit que ça. Hein? Bon. Ouais. Alors justement, on parle de francs-maçons, de templiers. On pourrait continuer la liste avec les Illuminati, la Révolution française, l'Asie, Vatican. Bon, bref, la liste est longue. Et c'est souvent les pistes qui sont explorées, pour ne pas dire exploitées par les auteurs. Mais alors, question en 3 temps. La première, c'est est-ce qu'on a déjà tout écrit en matière de thriller ésotérique? Deuxième temps, comment éviter de tourner en rond? Et surtout, c'est un petit peu de la provocation, cette troisième morceau. Après tout, quand on a lu un thriller de ce type, est-ce qu'on les a pas tous lus? Alors, ils vont m'enrager, lui. Ah oui, je suis un petit peu mon salopard. Réponse en 2 ou 3 temps. D'abord, je pense que des thématiques, il n'y a aucune difficulté, il y en a toujours encore, ça c'est pas un problème majeur. Tout dépend de la manière dont vous le traitez et l'angle que vous choisissez pour la traiter. Voilà, c'est ce qui fait à mon sens la différence. Quand on a créé avec Eric notre deuxième série sur l'histoire secrète du nazisme, on avait l'impression que tout était dit sur nazisme et ésotérisme. Il y avait eu quand même beaucoup de bouquins depuis les premiers textes de Powell Sébergier dans les années 70. Et en fait, on a réussi à renouveler totalement la vision de la chose. Donc là, je pense que c'est une... je ne dis pas que c'est un faux problème. Je pense que ça dépend beaucoup de la qualité de l'intrigue et de la qualité de la recherche. Et c'est là où on arrive, en fait, au deuxième point. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je lis des thrillers ésotériques, en particulier sur les Templiers, des choses sorties récemment, ça me tombe souvent des mains. Mais pour une raison fort simple, c'est que parfois, il y manque vraiment le sens de l'intrigue, ou parfois même, j'ai l'impression de revoir les miennes, ce qui me gêne quand même un petit peu. Mais surtout, il n'y a pas de recherche. On a l'impression que c'est écrit avec des bases qui sont des bases éculées maintenant depuis 20 ou 30 ans. Or, travailler sur les Templiers, regardez ce que vient de dire Hervé par exemple sur l'Écosse, il y a des choses qui sortent tout le temps dans la recherche scientifique, dans la recherche universitaire, et de quoi renouveler l'approche du thriller ésotérique templier. Après, est-ce qu'on n'en a pas lu un? Est-ce qu'on n'a pas lu tous les autres? Eh bien ça, je crois qu'Hervé sera tout à fait d'accord avec moi, ça dépend ni de l'intrigue, ni des lecteurs, ni de la thématique. Ça dépend fondamentalement de la qualité de celui qui l'écrit. Il faut être à un moment assez honnête. On a ou pas la capacité de renouveler un genre. Je vais vous donner un exemple classique, sans comparaison d'ailleurs. Vous prenez Umberto Eco et Léon Larose, il y avait des dizaines, pour ne pas dire plus, de polars médiévaux
qui se vendait d'ailleurs très bien. Dan Brown est arrivé, excusez-moi, il y a un après, il y a un avant, et c'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est amusant ton commentaire sur notamment sur les récits, bon, à Templiers. Je ne sais pas si c'était comment, moi j'ai l'impression qu'on est arrivé au point où ce que les auteurs, tu sais, tu dis qu'il n'y a pas de recherche. C'est vrai que la recherche est souvent très, très défaillante. Et je pense que la crédibilité d'un trailer vient du fait qu'on assoit solidement ses bases. Puis qu'à la limite, le canevas historique, dans mon cas, doit être incontestable. Moi, j'ai cette difficulté-là, c'est que le présent de mon intrigue est dans le passé. En plus, j'ai cette emmerde-là qu'il faut que chaque paire de souliers soit la bonne. Bon. Mais au-delà de ça, as-tu l'impression qu'on est en train de travailler non pas avec l'ordre du temple historique, celui que l'histoire a étudié, mais le cliché qu'on en a fait? C'est ça qu'on utilise maintenant on appelle recherche la lecture de 2-3 sites web sur les Templiers où on répand et on multiplie les clichés qu'on énonce depuis maintenant les années 60. En gros, c'est pas le Templier dont on parle, c'est l'idée qu'on se fait du Templier et c'est ça qu'on met en scène. Alors forcément, ça limite un peu la qualité du récit, je trouve. Puis, encore là, j'espère que tu vas être d'accord. Je crois que notre type d'écriture, le thriller ésotérique, nécessairement requiert une culture générale plus que moyenne, si on se comme ça. Il faut connaître beaucoup de choses sur beaucoup de choses pour comprendre les tenants et les aboutissants du secret qu'on veut créer pour qu'il soit tout à fait crédible et qu'il s'inscrive dans une matrice historique large sans pour autant démériter de la réalité. Bref, il faut fouiller en Simonac pour arriver à écrire quelque chose de ça. C'est peut-être ça qui distingue nos trucs de bien d'autres, peut-être. Toi, tes titres sont toujours très, très bien assis. Tu connais ton sujet, vous l'avez fouillé, vous l'avez dépouillé, vous en avez extrait l'essentiel, mais tout ce que tu racontes est crédible parce que tu l'as amarré au contexte. C'est trop facile de créer une intrigue à partir de rien et de la situer nulle part. Pour le reste, ben, est-ce qu'on les a tous lus quand on en a lu un? Bon, ça dépend. Si on lit tous les trailers sur le même sujet, peut-être qu'à la longue, on va s'en passer. Comme dit Jacques, il y a plus qu'un sujet. Oui, c'était un petit peu de la provocation hein, quand je pose cette question. Mais c'est là où j'arrive à la question suivante. Hein, après tout, comme on a parlé du Da Vinci Code, il y a évidemment la version papier que bon nombre ont lu, et il y a surtout l'adaptation grand écran. Donc, il y a eu le Da Vinci Code, il y a eu Angélémon, Inferno. Maintenant, sur une plateforme de streaming va arriver Le Symbole perdu. Alors, pour donner quelques chiffres à ceux qui nous regardent, l'adaptation au cinéma a coûté 125 millions de dollars, a récolté plus de 750 millions, hein, ce qui est quand même un beau succès au box-office. Mais alors, les critiques ont été nombreuses, qu'elles soient cinématographiques, de fans du livre par rapport au film, et surtout, certaines communautés religieuses ont appelé au boycott. Bon, on ne va pas faire le procès de ces gens-là, mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il est difficile d'adapter une œuvre de ce genre au cinéma ou à la télévision? Alors là, je dirais que la réponse est, en tout cas pour moi, évidente. Oui. Oui. Si on la connaissait, la réponse, on serait millionnaires tous les deux. Ouais. Oui. Pour moi, je pense que c'est extrêmement difficile parce qu'on sait tous que les adaptations de livres au cinéma, dans 80 à 90% des cas, c'est un ratage. Il y a des réussites absolues. On citait tout à l'heure, effectivement, d'Umberto Eco, L'An de la Rose. L'adaptation de Jean-Jacques Hano est tout à fait remarquable. Dans un tout autre genre, Lolita de Nabokov, adapté par Kubrick, est tout à fait remarquable. Et puis après, vous avez des adaptations qui ne fonctionnent pas. Et de toute façon, dès que vous adaptez, vous réduisez. Pourquoi? Parce que le lecteur de n'importe quel livre, que ce soit un polar ésotérique ou un autre, se fait une représentation
fondamentale et fondamentalement personnelle, à la fois du récit et à la fois du personnage central, et de l'émotion qu'il crée et des sensations qui en découlent. Ce qui fait qu'il a non pas une lecture de livre dans son esprit, mais une représentation de livre dans son esprit, sa propre représentation. Et Hervé, je pense là, il sera tout à fait d'accord. Combien de fois on a des lecteurs qui viennent voir, ah, votre personnage, il est génial, puis moi, ce beau brun, enfin, madame, il est blond. Ah non, 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 il est brun. Et puis il a fait ça. Ah bon, j'ai écrit ça? Bah oui. Et là, on se rend compte en fait que les phrases, les mots sont rentrés en connexion avec d'autres réseaux de souvenirs, de mémoire, d'émotions, et on crée un autre personnage et un autre livre. Mais dans la confrontation avec les mots, l'imaginaire gagne toujours. Sauf que l'imaginaire, dans la confrontation avec l'image cinématographique, bah, il perd toujours. Voilà. Donc, impossible de faire une adaptation qui satisfasse tout le monde, après qu'il y ait, mais c'est une spécificité américaine, des groupements religieux qui soient pour ou contre. Ça, franchement, c'est totalement anecdotique. Ça touche Don Brown, ça en touche tout à fait d'autres. Et malheureusement, je crois que ça viendra en France à terme. Mais là-dessus, il faut être très honnête. Adapter, c'est comme traduire. Vous connaissez la formule italienne, traditore, traitore. Traduire, c'est trahir. Mais je crois que le cinéma, malheureusement, ne trahit pas le livre, mais trahit l'imaginaire de nos lecteurs. Et somme toute, c'est peut-être la trahison la plus intéressante. Il arrive un moment, je pense, de toute façon, faut accepter le fait que le cinéma, le grand écran ou le petit écran va nécessairement diluer. Stephen King a tout résumé lorsqu'il a réagi à l'adaptation qu'on a fait de Hit il y a quelques années. Là, ce film en 2 tomes là, qui est sorti, qui était vraiment très, très collé sur l'œuvre, mais qui a décidé, le cinéaste a décidé de traiter d'abord l'histoire des enfants, ensuite l'histoire des adultes, alors que dans le livre, c'était constamment interpénétré. On avait un chapitre sur les enfants, 1 ou 2 sur les adultes, on revenait derrière, on revenait devant, et on avait une espèce d'apogée, une espèce d'apothéose, où à la fois les enfants et les adultes allaient affronter Hit, et on ne savait pas comment ils allaient s'en sortir, ni petit, ni grand. Alors, tu avais une espèce de double suspense qui arrivait à conclusion, à terme, en même temps. Et Stephen King a donné une entrevue que j'ai trouvée géniale. Il dit, j'ai abandonné, j'ai compris que le cinéma était une bête différente. En anglais, il a dit, it's a different beast. Et il s'auto-flagellait presque parce que lorsque Stanley Kubrick avait adapté The Shining, il avait fait une colère épouvantable parce qu'on avait trahi son œuvre. Il y a un instant, là, tu parles de Stanley Kubrick. Et toi, tu es encore un auteur dans la vingtaine qui a écrit 1 ou 2 bons romans. Et là, tu fais une crise parce que Kubrick a trahi ton œuvre. Donc, peut-être qu'il l'a amélioré. Tu sais? Et moi, je n'aurais pas de mal à dire, prends-le, mon truc, puis fais-en autre chose. Puis je vais être curieux de voir ce que tu vas faire. Si c'est raté, ben, je te taperai dessus. Si c'est pas raté, je t'applaudirai. C'est ce qu'on fait avec mes livres aussi. On me tape dessus, on applaudit, c'est tout. Pour le reste, par contre, la question est intéressante au niveau du cinéma, mais je pense que maintenant, elle se pose de plus en plus au niveau des plateformes de streaming, des plateformes de diffusion. Je pense que la surmultiplication des séries télévisées sur Netflix, sur Amazon, sur Apple et combien d'autres encore, Hulu et tous les autres, là, je pense que ça va ouvrir des portes aux romans que le cinéma ne peut pas ouvrir. Je pense qu'il y a une demande qui est plus grande et on a peut-être plus de chances maintenant de passer à l'étape de la conversion vers l'écran. Ça, et tout le phénomène du roman audio aussi. Moi, j'ai plusieurs romans sur Audible. Puis je me réveille avec un tout nouveau lectorat qui ne me lit pas, qui m'écoute. Et j'avoue que le phénomène est assez fascinant. Alors, il y a peut-être ce aussi qu'il faut considérer, parce que le cinéma comme tel, écoute, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il faut être réaliste. Mais moi, j'avais même une remarque à faire à ce sujet-là, dans le sens où le cinéma américain semble beaucoup plus décomplexé que le cinéma français. Les Américains, que ce soit de l'ésotérisme, que ce soit une histoire de vaisseau spatial ou compagnie, à la limite, j'aurais envie de dire qu'ils s'en foutent.
business is business. Tandis qu'en France, oui, hein, l'acteur qui va jouer un flic franc-maçon ou qui va tourner dans ce genre de milieu, ben, il va être un petit peu plus réticent. Il va peut-être plutôt voir sa carrière avant de voir le film en tant que tel. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Alors, sur le cinéma, qui est une décomplexion dans le traitement narratif et de l'intrigue de la part du cinéma américain, oui, d'accord à 100%. Mais il y a surtout dans le cinéma américain, comment dire, des moyens financiers et un savoir-faire que n'ont pas du tout les cinéastes français, ni une envie qu'ont les cinéastes français. Je pense que les cinéastes français qui sortent des écoles officielles de cinéma en France n'ont aucune envie de tourner ce genre de film parce que ça serait considéré comme éminemment populaire, pour ne pas dire autre chose. Ça, c'est le premier point. Si vous allez du côté des chaînes de télévision, vous allez avoir la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir une non-adaptation des moyens et vous allez avoir aussi, bien sûr, ce que moi j'ai souvent entendu quand le livre passait dans les chaînes publiques françaises, c'est « Ah, c'est clivant ». Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a à la fois un aspect technique, il y a un aspect financier et il y a un aspect de morale, employons le terme tel qu'il est. Il y a une sorte de morale bien pensante qui veut que finalement, il y a un certain nombre de choses, c'est pas pour le grand public. Moi, ça me gêne horriblement, pas parce que ça n'adapte pas mes bouquins, mais surtout parce qu'en fait, il y a un certain nombre de personnes qui décident ou pas de ce que le public a le droit de voir ou pas, et qui décident pour lui de ce qui est de l'ordre de sa maturité ou pas de sa maturité. Et ça, je trouve que c'est pas gênant par rapport à Eric, moi, peut-être Hervé, mais en revanche, c'est relativement méprisant pour le populaire. Enfin, c'est quelque chose qu'on a tous connu. Le thriller ésotérique a deux terribles défauts. C'est un, de se vendre, et deux, d'avoir des lecteurs. Ça, c'est quelque chose qui, en France en tout cas, est de l'ordre de l'impardonnable. Jacques, je vais te faire dresser les cheveux sur la tête. Il y a ici au Québec une émission de radio qui traite de littérature depuis une dizaine d'années maintenant. Ils ont beaucoup de mérite. Faire une quotidienne sur la littérature depuis 10 ans, il faut quand même avoir du souffle, on s'entend. Mais ce que j'écris est considéré comme un sous-genre d'un sous-genre d'un sous-genre. Et d'ailleurs, je suis à la veille de me déguiser en obscur auteur du nord-est de la Finlande pour essayer d'intéresser un de leurs chroniqueurs. Mais la dernière fois que je devais passer à cette émission, qui aurait été la première, la réponse de l'animatrice a été « Il se publie suffisamment de livres au Québec sans que j'ai besoin de parler de ça. » Ça étant mon travail. ça étant mon gagne-pain. Alors voilà, c'est un peu le créneau. Moi, en ce qui me concerne, ça synthétise tout le problème qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des préjugés qui sont généralement émis par des gens qui ne nous ont pas lus. Et étrangement, lorsqu'on nous lit, on a l'impression de lire des ouvrages d'une grande complexité qui sont assis sur une vaste culture, étrangement. Mais tant qu'on ne les a pas ouverts, on les méprise. Après les avoir ouverts, soit qu'on les méprise moins, soit qu'on les estime en cachette. Hein? Mais on va vraiment les estimer publiquement. Alors moi, j'en suis là. Il y a suffisamment de livres qui se publient au Québec sans qu'elle ait besoin de parler de ça. J'avoue que je l'ai un peu en travers de la gorge. Je vais être bien honnête. Ouais. Je crois qu'on en est tous passés par là. Je me suis retrouvé, moi, dans un dîner avec critique littéraire d'un des 3 grands journaux français. Il y en a que 3. Et donc, on me le présente, un homme charmant, d'un âge canonique, avec une très belle cravate à pois. Et mais Giacometti Ravel, mais je connais. Tiens donc. Vous m'envoyez flatter, maître, vénéré. Ah, mais je connais. Très bien, très bien. Très bien. Très bien que le mec n'a jamais ouvert un de mes bouquins, bien entendu. Et je dis, écoutez, c'est tellement bien d'ailleurs que je n'ai jamais eu un seul article en 15 ans d'activité dans votre canard.
Il me dit, mais de quoi vous plaignez? Ça se vend. Voilà, on est ramené à ça. Voilà. Ouais, ouais. Ça se vend. Et après, on a des cas qui sont assez curieux de gens qui nous interviewent, qui sont payés pour nous interviewer dans les salons littéraires et qui donc sont dans l'obligation de lire le bouquin, ce qui leur a arraché les dents avant. Mais enfin, il faut bien qu'ils mangent. Et c'est bien aussi qu'on les fasse manger. Et qui arrivent et vous disent, ah, c'est vous, Giacometti Raven? Bah, c'est pas si mal que ça. Hein. Bah oui, mon petit gars, ça fait 30 ans que tu analyses des bouquins, tu n'en as jamais écrit un. On est content pour toi. Mais ça change. En France, en tout cas, depuis maintenant 3 ou 4 ans, sans doute parce qu'une génération passe la main, on s'aperçoit avec surprise et heureuse surprise avec Eric qu'on commence à avoir des articles dans des endroits, des lieux où on n'aurait jamais pensé les avoir, c'est-à-dire des médias mainstream. Et je crois tout simplement que la réalité est en train de se rappeler aux yeux de certains critiques et de certains journalistes. S'ils veulent que leurs titres se vendent, s'ils veulent que leurs émissions soient vues, eh bien, il faut tenir un petit peu compte aussi de ceux qui lisent. Et donc, à partir de là, c'est vrai que là, maintenant, c'est en train de changer. On a des critiques. Ben, tu vois, ici, le fort est encore très bien tenu par les défenseurs de la littérature. Tu sais, avec le T très pointu, là, versus moi et toi et tous les autres. Mais je pense que ça change aussi. Il y a quelques années, j'étais dans un salon du livre et il y a un professeur de littérature, justement, qui se pointe à mon kiosque et qui se met à discuter de mon livre et qui à un moment donné, dans le cours de la conversation, me dit ah oui, mais vous faites de la littérature populaire. Et il se trouve que le milieu de l'édition au Québec est petit. Il y a plusieurs petits éditeurs, il y a quelques très grandes maisons et on se connaît à peu près tous. Et je savais que ce type-là avait soumis un manuscrit qui avait été refusé dans 3 maisons d'édition. Alors, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai été vraiment une peau de vache et je lui ai répondu avec mon plus beau sourire narquois. Vous savez, monsieur, ceux qui le peuvent le font et ceux qui ne le peuvent pas l'enseignent. Et le type est parti, il était vraiment écarlate, mais il n'a pas trouvé grand-chose à me répondre. Et de temps en temps, quand je pense au phénomène de la littérature, ben, je me réjouis en me rejoignant cette scène. C'est un peu méchant, mais bon. Mais après tout, est-ce que Dan Brown et consorts, hein, et peut-être même vous autres, hein, ne mettent pas en application la fameuse citation de Léon Zitrone, qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. Mais de toute façon, regarde, pendant combien de décennies les intellectuels de la littérature ont littéralement chié sur Stephen King? Maintenant, on l'enseigne dans les universités. C'est pas compliqué, c'est que le snobisme est toujours en retard sur la société. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, je crois que c'est, enfin, ce que dit Hervé, l'évidence même. Mais en fait, le problème de la critique littéraire, c'est qu'elle est dans le présent absolu. Voilà. Et donc, elle n'a pas le recul souvent suffisant pour comprendre certaines évolutions littéraires. N'importe qui, moi je suis un spécialiste sur la littéraire, n'importe qui regarde ça s'en aperçoit très, très rapidement. Lisez aujourd'hui les critiques, pour ne pas dire les tombereaux de haine que recevait Alexandre Dumas. Bon, Alexandre Dumas, il est aujourd'hui dans la Pléiade. Et ceux qui ont écrit sur Alexandre Dumas sont passés de vie à trépas sans jamais avancer. Donc, je crois que ce n'est pas tellement le problème. Moi, le fait que les critiques ont été pendant des années inexistantes, m'ont jamais gêné, pour la simple raison que ça n'a jamais gêné la vente de mes bouquins et autres. Non, ce qui me cause vraiment problème, c'est le fait du mépris du lectorat qui lit ce genre de livre. Voilà. Moi, j'écris mes bouquins qu'on considère que c'est la littérature populaire, de la littérature facile, de la littérature de gare. Je m'en tape, parce que le type qui considère ça, de toute façon, n'existera plus dans 2 ans. Mais en revanche, c'est vraiment penser que les gens qui sont nos lecteurs sont des types complètement, enfin, dans l'incapacité de penser eux-mêmes. Et je crois qu'il y a une grave erreur, c'est qu'on segmente littérature de la réflexion, littérature, comme disait tout à l'heure Hervé,
et puis la littérature de l'imaginaire. Mais je pense, moi, que l'imaginaire a autant de vertus, si ce n'est plus, que la réflexion, et que parfois, dans des situations bien délicates, on est bien content d'avoir la littérature de l'imaginaire pour s'échapper de soi-même ou se retrouver en soi-même, ce qui revient exactement au même, quand la littérature de réflexion ne vous y aide de ce point de vue-là qu'assez peu. Et donc voilà, ça se situe à ce niveau-là, mais les temps changent. Il y a de plus en plus d'écrivains qui pratiquent la littérature de l'imaginaire. Et puis après, de façon très pragmatique et très libre, vous comparez les chiffres de vente de la littérature de l'imaginaire et de la littérature. Et là, vous vous rendez compte que il y a un lectorat, effectivement, qui est favorable à la littérature de l'imaginaire, et que la littérature de réflexion, en plus, il faut être très honnête, et tout le monde le sait, a beaucoup baissé ces 40 dernières années. Il y a quand même une grande différence entre Duras et Camus et ce qu'on voit paraître aujourd'hui. Voilà. Et ça aussi, hey, on vous a quand même envoyé votre côté, hein? Et moi, je prétends que si la littérature de réflexion se vend très mal au détriment de la littérature de l'imaginaire, c'est peut-être pour une raison très simple, c'est peut-être parce que la réflexion est de piètre qualité, alors que la littérature de l'imaginaire, elle, ne cesse de hausser en qualité. C'est pour ça qu'on vous a envoyé Mathieu Bock-Côté, on voulait vous Non, mais tu sais, genre, c'est dit tout bêtement, là, on fait lire le grand public. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire lire les gens ordinaires qui peut-être ne liraient pas la littérature de réflexion parce qu'ils s'en tapent, mais qui ne sont pas pour autant dénués d'intelligence et qui aiment l'aspect échappatoire, l'aspect évasion qu'on leur procure. Moi, j'arrive dans une école, dans une classe de 4e, 5e secondaire, ce qui est la fin du lycée chez vous, et immanquablement, l'enseignante me dit « Merci, monsieur, vous faites lire les garçons. » Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire lire les garçons? Ils ne liraient pas, peut-être s'il n'y avait pas mes livres. Maintenant, ils lisent. Puis peut-être que je suis leur porte d'entrée vers plein d'autres choses. Tant mieux! Réjouissons-nous. Quelqu'un fait lire les garçons de 16-17 ans alors que physiologiquement, toutes leurs hormones sont concentrées ailleurs. Bon, tant mieux! Oui. Mais c'est le cas d'Harry Potter. Harry Potter a ouvert une génération mondiale vers la littérature, qui est devenue ensuite la littérature de fantasy, par exemple. Et on peut lui rendre grâce, honnêtement, d'avoir fait ce travail qui fait que des millions, puis bien des millions de jeunes se sont mis à lire parce qu'il y avait Harry Potter. Et on cessait d'avoir peur du gros livre. On ne parle pas de facilité avec Harry Potter. Le moindre universitaire qui se doit donner la peine de faire un compte-rendu de l'intrigue d'Harry Potter se rendrait compte que c'est d'une extrême complexité. Et de toute façon, c'est l'extrême complexité qui tend à la simplicité à un certain moment. Ouais. Et simplement, peut-être que la littérature de l'imaginaire a, elle, l'avantage de savoir masquer cette complexité pour la rendre plus attrayante. Nous, après tout, on n'a pas besoin de montrer l'envers du décor pour montrer ce qu'on sait faire. Evelyn. Alors, peut-être avant de terminer ce rendez-vous, si vous deviez recommander un seul thriller, mais le roman qu'il faut lire, qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque, lequel serait-il? Ah là, je laisse Hervé. Moi, j'en ai deux. Je ne pouvais pas résister, je n'arrivais pas à choisir. Bon, j'y étais en français parce que j'ai mis de côté tout ce que j'ai lu en anglais, que ça n'a pas grand-chose à recommander. Je dirais que sur un pied d'égalité, l'Évangile selon Satan de Patrick Graham m'a toujours énormément plu. Et j'ajouterais le Rituel de l'ombre de deux titres que vous connaissez peut-être, Giacometti et Ravel, parce que ces brigands ont inventé le thriller maçonnique avant moi. Et tout le mérite leur revient. Et franchement, c'était non seulement très bien fait, mais c'est pas tous les jours qu'on a un peu le mérite d'avoir créé un genre. Jacques et Pilar, il me semble. OK, je t'ai fait rire. Bon, ben OK, c'est beau. Non, mais c'est très...
C'est une question qui est extrêmement compliquée à répondre. Et c'est vrai, moi je reconnais que l'Évangile selon saint Anne de Graham, qui est un livre qu'on lit moins, reste quand même fondamentalement un modèle du genre dans la construction et dans l'intelligence de la compréhension du récit. Non, moi je dirais le Pendule de Foucault, pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que c'est absolument miraculeux d'intelligence et étonnant quant à sa fin. Et puis après, sans vouloir renvoyer l'ascenseur, quand Éric et moi on a commencé à écrire, on a eu de voir arriver beaucoup de jeunes auteurs qui se sont précipités sur le thriller, en quelques thrillers maçonniques et ésotériques. En quelques mois, quelques années, il y a eu une floraison de ces thrillers-là. Certains très enthousiastes, d'autres effectivement peut-être plus difficiles à lire et autres. Mais à un moment, quand la qualité y est, il faut savoir le reconnaître. Il y a un moment où, dans cette masse qui est sortie, en France et à l'étranger, moi, quand j'ai lu Damné d'Hervé Gagnon, je le reconnais. Et entre parenthèses, c'est quand même 2 amis communs que nous avons qui m'ont fait découvrir. Ça demeure, malgré les années, le temps qui passe, les autres écrivains, sans doute dans cette lignée du roman ésotérique, ce qui s'est fait de mieux depuis vraiment très longtemps. Mais je crois que la raison en est simplement aux questions qui ont été posées, aux réponses qui ont été fournies. Le respect de l'imaginaire, la volonté de la recherche, alors, le fait qu'on était tous profs plus ou moins ou journalistes, ça joue aussi pas mal, le respect de la recherche, la qualité de l'intrigue, et puis ce qui est essentiel, mais le respect du lecteur, c'est-à-dire qu'on leur propose toujours quelque chose qui est à la fois neuf et qui est véridique. Et Jacques, le chèque est dans la poste. Je t'avais demandé du liquide. Tu sais bien qu'en France, on ne peut plus encaisser un chèque sans avoir des ennuis. Voyons, es-tu en train de me dire qu'il y a des choses compliquées en France? Il n'y a qu'en France qu'on trouve encore des chèques. Hein. Oui, OK. Oui, bon, mais le problème, c'est que je te ferai un virement bancaire. Oui, voilà. Oui. Ouais. Mais passe par la Belgique. Non, si je passe par la Belgique... J'ai un compte là-bas. Ouais. Voilà. Je connais un Belge qui va se servir au passage. Ouais. La Belgique, plutôt... c'est 10%. Hein. Moi, c'est uniquement en bière et en chocolat. Hein, donc, Mais alors, la bière belge et les chocolats belges, mon Dieu, ce n'est pas donné, mon cher ami. Ah. Je suis bien placé pour le savoir. Voilà, et nous, on est très proches. et les Lillois sont très proches également. Alors, dernière question. Vraiment, la toute dernière question. Hein. Les prochains projets, qu'est-ce qui est en cours d'écriture? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on peut moi, j'y vais en premier. Écoute, j'ai toujours 2-3 trucs en cours, mais je vais me contenter de parler de ce qui va paraître au mois de septembre, parce que c'est le seul qui est assez abouti pour que je puisse en parler. Pour ceux qui me connaissent savent que je suis un maniaque de musique depuis très, très longtemps, particulièrement un maniaque de blues. Moi, ça a formé ma compréhension de la musique et particulièrement le blues traditionnel de Robert Johnson, qui est peut-être le père de tous les bluesmen modernes et tous les guitaristes de rock même modernes. Et on connaît la légende qui tourne autour de Robert Johnson, qui aurait vendu son âme au diable à la croisée des chemins pour être un meilleur musicien, etc., etc. Il a enregistré 29 chansons en 1937 et 1938. On cherche la 30e depuis ce temps-là. Moi, je l'ai trouvé. Alors, le roman, ça va s'intituler Crossroads. Et ça va mettre en scène, non pas Johnson, mais c'est rare, je ne fais pas du roman historique. C'est un roman contemporain. Et c'est carrément 2 intellos, une sociologue et un historien qui repartent sur la trace de la 30e chanson. Mais évidemment, comme dirait mon ami Pierre, qui vient du sud de la France, tout part en couille à partir de là. Super, on a hâte de lire alors. C'est un roman qui va s'écouter autant qu'il va se lire, parce que la beauté de l'affaire,
c'est que j'ai établi une collaboration avec mon ami Steve Hill, qui est peut-être un des meilleurs guitaristes de blues au monde. Je vous le conseille. Allez sur YouTube, allez voir Steve Hill et écoutez ça, vous n'en reviendrez pas. Et il a accepté de me faire une chanson que je cite dans le roman, qui va servir dans toute la promotion de la bande-annonce, puis qui va être un cadeau au lecteur en même temps. Et dépendant des subventions qu'on a demandées et qui arriveront ou pas, on pourra en faire jusqu'à 10. Et ça serait dans le fond, ça permettrait à tous les lecteurs d'entendre des chansons de Johnson interprétées par un des meilleurs guitaristes au monde à l'heure actuelle, tout en lisant le roman. Voilà. Bonne idée de lecture et d'écoute de bonne musique. J'ai écouté ce que disait Hervé. En fait, c'est en ça qu'on voit que le thriller est un genre qui est de plus en plus créatif. C'est-à-dire que là, maintenant, on se rapproche de plus en plus de ce dont on rêvait un petit peu les écrivains du 19e siècle, qui était le roman total. C'est-à-dire où on pouvait à la fois lire, entendre, on a l'audio, et avoir maintenant une sorte de bande-son qui correspond. On aura à terme des images. Et je crois que c'est assez fascinant de voir que le thriller est toujours, parce que justement, il cherche à toucher au plus près le lecteur, a toujours cette faculté de création et de recréation. Et donc, je pense que cette idée d'avoir un roman qui soit à la fois la musique des mots et la musique du blues me paraît tout à fait remarquable. Bien, Éric et moi, on va sortir mi-octobre, le prochain Marcas, Bon, enfin. qui, donc, nous avions laissé en 2017 dans une posture quelque peu inconvenante. Et donc, le manuscrit, ben, c'est très simple. Le manuscrit est rendu à l'éditeur le 9 juillet, donc c'est dans 6 jours. Nous l'avons terminé à 95%. Nous sommes en train de finir les derniers chapitres. Ce sera un assez gros roman au titre assez étonnant et dans lequel on retrouvera Antoine Marcas au bout de 4 ans et qui va être confronté à une France qui a changé, une France qui est en train de se modifier, une France qui bouge, et une France qui est confrontée à des échéances assez importantes. Eh bien, il va falloir qu'il aille rechercher à la fois à l'étranger et dans le passé un moyen de répondre aux attentes de cette France. Donc, c'est la grande histoire et l'histoire secrète du passé qui vont se mêler et d'une façon que j'espère assez inventive. En tout cas, je pense qu'on surprendra nos lecteurs, et en tout cas, je le souhaite. La couverture est prête, la 4e de couverture est prête, le titre est prêt. Il manque 5 chapitres, et ça partira. Il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à. Eh bien, on attendra tout ça avec impatience. Eh bien, il m'incombe de vous remercier l'un et l'autre pour avoir participé. Et avant de prendre la route des vacances, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Ben, que le meilleur et beaucoup d'autres livres pour vous autres et pour les lecteurs. Donc, Donc oui, je sais pas. Non, mais merci, merci à Thomas d'avoir animé cette belle rencontre entre deux grands auteurs, Jacques Ravenne et puis Hervé Gagnon. Et au niveau de Masonica, du salon Masonica, qui, comme vous le voyez, travaille de plus en plus en commun entre Lille et Bruxelles, nous ne sommes pas là, puis nous avons en commun la bière, il ne faut pas l'oublier. Hein. Je reviendrai vers vous, Hervé, parce qu'on a un journal qui se fait pour le salon du livre. Et puis, pour un petit interview pour le livre que tu vas sortir avec la musique, c'est quelqu'un que j'apprécie fortement en termes de musique. Et bien sûr, Jacques, on va t'attendre aussi pour aussi de nouveau t'interviewer au moment que vous allez sortir vos livres pour pouvoir les mettre sur le site Facebook et ainsi que sur le site Masonica qui est en train de se construire fortement avec la possibilité de mettre, que ce soit avec Franc-Maçonnerie Magazine ou d'autres auteurs, de nombreuses vidéos pour pousser les amis à lire et aussi pour répondre à leurs questions, pour montrer aussi que la franc-maçonnerie, ce n'est pas une secte, ce sont des gens qui, quelque part, s'intéressent à beaucoup de choses et ont beaucoup de choses à dire sur l'histoire, parce que, quelque part, une question me était posée, mais on ne va pas vous la faire répondre. Est-ce que vous mettez des fois d'accord sur vos livres ésotériques? Mais ça, je ne crois pas.
Et donc, moi, je tiens d'abord à vous remercier fortement et bonne continuation. Et j'espère vous revoir rapidement. Thomas, que la Eh Belgique bien, gagne ce soir. que la Belgique gagne ce soir, qu'elle montre l'exemple à nos amis français. Ben, moi, je me retire en vous disant que ce soir, c'est le 3e match de la finale de la Coupe Stanley et je me fous pas mal du soccer. Allez, Sachant que la Belgique est Allez. peuplée aux 2 tiers d'Italiens, je ne ferai aucun commentaire sur le match de ce soir. Cher Jacques, je viens d'une région de Belgique où la communauté italienne est très présente et je serais quand même fier d'arborer mon maillot tricolore. Tantôt. Eh bien, bonne soirée à tous. À Eh ben, c'est toutes, nous, en tout cas, qui et te remercions pour cet entretien. Oui, merci Merci beaucoup, c'était beaucoup. agréable. Puis c'était agréable de te Merci revoir, Jacques, ça fait un bout déjà. merci. Au revoir. Eh bien, merci Au revoir. beaucoup à tous. Ouais. Au revoir. Bonne soirée. Bonnes vacances à tout le monde.